Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais pas prendre Merci le à vous de live. vous connecter. On va attendre 2 petites minutes comme d'habitude pour les retardataires. Peut-être déjà, se présenter rapidement? Vous dire un peu, qui on est et pourquoi on est là, de quoi on va vous parler. Donc il y a Raphaël. Raphaël, fais coucou Raphaël. Bonjour. À tous, à toutes. Donc voici, Raphaël et avec nous également Guillaume. Bonjour à tous. Et Et donc on a nous aussi la chance étions d'avoir Betty. merci. Et donc, nous étions tous les trois présents évidemment au salon e-learning expo. Raphaël et moi-même en tant qu'exposants et Guillaume en tant que visiteur. Et donc, on a fait un gros débrief et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous ce débrief et ces impressions de ce salon-là. Alors, on regarde. Parfait. Eh bien, je vais commencer à vous partager mon écran. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez la zone de chat donc, qui est disponible. Donc, je vous invite à l'utiliser. Si vous avez des questions ou s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on vous posera aussi quelques questions au long de ces webinars. Donc, je vais vous partager mon écran et n'hésitez pas à nous dire s'il y a quoi que ce soit. Raphaël, Guillaume, c'est bon? Vous le voyez C'est bien? tout bon. C'est bon. Yes, c'est tout bon pour moi aussi. Super. Hop, donc je vois, je regarde un peu, il est 32. Donc je vous propose qu'on commence. Donc pour rappel, ce webinar donc, a pour objectif vraiment de vous faire découvrir les nouvelles tendances de la formation. On se force et on va y arriver à vous présenter tout ce qu'on a pu voir en 45 minutes chrono et même un petit peu moins pour réussir aussi à répondre à toutes vos questions. Donc, par rapport à ces nouvelles tendances de la formation. On vous propose 4 tendances qu'on a pu découvrir lors de ces salons-là. La première, c'est la personnalisation de la formation. OK, on en a déjà parlé les années précédentes, mais vous allez voir, c'est vraiment, je une tendance qui est confirmée, qui s'accélère. En 2, l'univers de formation. En 3, la pratique post-formation. Et en 4, la partie collaboration. Ce que je vous propose déjà dans un premier temps et pour voir si tout fonctionne bien de votre côté, on va passer tout de suite à un premier sondage. On va vous poser en effet la question suivante, qui est de savoir si vous étiez présent au salon e-learning expo ou pas. Donc, est-ce que vous êtes là aussi parce que vous n'avez pas pu y participer et que c'est le moment d'avoir un peu un récap en 45 minutes chrono des nouveaux outils et tendances de la formation, ou est-ce que vous étiez présent et ça vous intéresse quand même de croiser un peu nos regards? Donc, on vous laisse répondre au sondage. Donc, pour le moment, on a quand même 75% de non. Yes, peut-être que les gens ne connaissaient pas le salon e-learning expo. C'est vrai que c'est un salon qui est quand même spécialisé sur le digital learning. Donc voilà, ça a tendance à se développer. N'hésitez pas à essayer de participer aux prochaines éditions, parce que c'est toujours assez intéressant de découvrir les nouvelles tendances sur place, d'interagir avec les exposants ou les personnes directement en visite. Donc, Là, oui, on on est a à 85% de non. Donc, la grande tendance yes. à vous tous, c'est que vous n'étiez pas présent au salon. Donc, super, vous allez apprendre pas mal de choses. En tout cas, on l'espère. OK, alors, c'est parti. Donc, la première nouvelle tendance, c'est la personnalisation. Et je laisse la parole à Raphaël. Merci Betty. Donc, pour ce qui est de la personnalisation de la formation, c'est quelque chose qu'on connaît tous et toutes déjà, comme l'a dit Betty, mais une tendance qui s'est vraiment renforcée ces dernières années et qui est croissante, et ce, parce qu'elle s'exprime maintenant à trois niveaux, à savoir le premier étant au niveau de la société, l'entreprise dans son ensemble. On dispose d'un ensemble de data RH qu'on peut exploiter et mettre à profit pour personnaliser les parcours de formation, les formations aux apprenants. Le deuxième niveau où on peut personnaliser les formations, c'est grâce à la richesse du contenu que l'on peut créer et des modalités d'apprentissage qui sont maintenant possibles et qui permettent de s'adresser aux différents profils d'apprentissage. On reviendra dessus également. Et enfin,
le top, le haut de la pyramide, c'est vraiment au niveau de l'apprenant dans son unicité, pour vraiment personnaliser l'apprentissage à chaque personne, et ce, notamment grâce à l'adaptive learning, avec notamment l'usage de l'intelligence artificielle et des neurosciences. Revenons un peu sur chaque point individuellement. Donc, dans le premier point était celui de l'exploitation de la data RH. Il est maintenant possible de mettre à profit toutes ces données dont on dispose en entreprise sur comment les collaborateurs passent les formations, quelles formations ils font. Et il est possible de récolter cette data dans un premier sens, puis l'analyser grâce à différents outils pour ensuite personnaliser. Et il y a différents cas d'usage pour cela et objectifs. Le premier étant tout d'abord de comprendre les usages et utilisations des collaborateurs et identifier des tendances, notamment en analysant cette data. Proposer également les formations les plus adaptées selon les profils des collaborateurs, que ce soit métier ou manager, collaborateur, par exemple. Développer les plans de compétences et également anticiper les besoins de formation. Donc, c'est vraiment maintenant mettre à profit toute cette data, qu'elle soit tant sur l'usage de la formation, mais également la data recueillie lors des entretiens d'évaluation, par exemple, ou tout événement un peu qui viendrait marquer le parcours du collaborateur. Pour ce qui est du second point, donc, on a identifié une pluralité, vraiment une richesse des contenus multimodaux maintenant qui sont disponibles pour faire de la formation, avec par exemple sur l'écran, on vous a indiqué les vidéos interactives. Donc, sont des vidéos qui permettent, sur lesquelles il est possible d'insérer par exemple des quiz au cours de la vidéo. Ça, c'est des outils qui permettent cela. Nous, on a identifié Cumulus, par exemple, qui est vraiment un super outil. Et une autre tendance qui s'est émergée et qui se renforce vraiment, on la connaît déjà tous un peu, toutes et toutes, dans nos vies personnelles, mais vraiment au niveau professionnel, c'est le podcast, vraiment, qui connaît une ascension importante. Et c'est par exemple avec des sociétés telles que Toutac. Donc, on pourrait se demander un peu maintenant quel est le rapport entre cette richesse des contenus et la personnalisation. Donc, nous, on estime que ça permet vraiment une personnalisation de la formation au sens où il est maintenant possible de s'adresser vraiment aux différents profils des apprenants. Donc, on sait tous et toutes que certains préfèrent apprendre avec du contenu visuel, d'autres avec du contenu auditif et d'autres avec le profil kinesthésique, donc le toucher, et multiplier ces possibilités de contenu permet de personnaliser l'expérience d'apprentissage. Et cette personnalisation se fait à un troisième et dernier niveau, vraiment au niveau de l'apprenant en tant que personne, en tant que collaborateur qui suit individuellement une entreprise, et notamment grâce à l'adaptive learning. Donc l'adaptive learning, c'est un mot qu'on connaît tous et toutes depuis un moment, c'est un peu un mot valise, mais qu'on peut retenir avec la définition suivante. Donc l'organisation des supports d'apprentissage en fonction des besoins uniques de chaque apprenant grâce à l'utilisation de programmes informatiques. Donc c'est vraiment l'utilisation de la technologie pour personnaliser l'expérience apprenante. Ça peut être par de l'intelligence artificielle et des neurosciences souvent, mais pas uniquement. Ça peut être aussi par des arbres de décision plus ou moins compliqués. Cet adaptive learning, à ce jour, il s'exprime principalement sur 3 niveaux. D'abord, le séquencement entre les contenus, qui permet à l'apprenant de personnaliser son parcours de formation. Dans la pratique, ça se fait souvent par un test de positionnement, d'auto-positionnement en début de formation. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve. Cette obligation, on la retrouve chez Calliope, l'auto-positionnement, qui montre également qu'au niveau réglementaire, on s'inscrit et confirme dans cette tendance de la personnalisation de la formation. À un second niveau, le contenu lui-même peut être personnalisé en poussant à l'apprenant un certain type de contenu au meilleur moment. Et enfin, au troisième et dernier niveau, c'est les évaluations elles-mêmes qui peuvent être personnalisées maintenant pour l'apprenant en lui poussant les meilleurs types d'exercices possibles qui lui sont le plus appropriés. Donc, qui fait un peu de l'adaptive learning à ce jour? Donc, il y a un grand nombre de solutions qui font tous et toutes différents types d'adaptive learning. Nous, on a identifié 3 principales sur le salon,
à savoir Drillster, Kigu et TeachUp, qui chacune font de l'adaptive learning un peu différemment selon l'utilisation de l'intelligence artificielle, des neurosciences, mais qui sont des solutions qui nous ont beaucoup plu et qu'on suit de près. Voilà pour ma part, je vais passer la parole à Guillaume. Je te remercie, Raphaël. Alors, c'est plutôt intéressant que tu parles de personnalisation, vraiment de formation. Moi, ça va être une partie de ma tendance. Donc, la tendance que je vais présenter, c'est l'univers de formation. Donc, l'univers de formation, on en a tous entendu parler, c'est plus la confirmation d'une tendance. En fait, l'univers de formation, c'est quoi, pour rappel? C'est cette idée d'avoir ce mix de l'identité, du marketing, de la tonalité des parcours pédagogiques. En fait, ça va être un tout qui va suivre l'apprenant sur toute sa phase on va dire, d'apprentissage. Donc, le avant, pendant et après. Concrètement, c'est le fil rouge qui va tenir en haleine votre apprenant. Là où ce qui va être intéressant sur l'univers de formation, c'est en fait, c'est vraiment un ensemble d'éléments. On n'est pas juste sur, par exemple, un univers graphique. On va essayer de s'adapter et donc de personnaliser la formation, n'est-ce pas, Raphaël, à travers des contenus qui lui sont propres. Donc, on va analyser les apprenants, par exemple, avec l'utilisation de personas. Donc, on va voir comment notre apprenant fonctionne ou plutôt utilise ces contenus de formation. On va développer pour ça aussi des supports pédagogiques, donc spécifiques, où on va créer un univers. Alors, la création de l'univers de formation passera par un univers graphique spécifique, un univers qui va se rapprocher ou pas de celui de l'apprenant. Le storytelling, qui est vraiment la pierre angulaire de l'univers de formation, c'est comment je vais donner envie, à travers une histoire, à mon apprenant en fait, de continuer la formation. Encore une fois, en avant, pendant, après. Ça va être donc sur les contenus synchrones et asynchrones. La gamification, donc clé du dwell time pédagogique. Alors, je suis désolé pour cet anglicisme. Le dwell time pédagogique, c'est quoi? C'est en fait le temps que va passer l'apprenant sur le contenu, donc synchrone ou asynchrone. C'est cette idée à travers en fait le côté ludique d'une activité, je vais donner envie à l'apprenant de continuer en fait son parcours pédagogique. Et enfin, la marque de formation, où là, on est vraiment dans un concept de communication, hein, où on va s'inspirer de la création d'une marque classique pour créer des marques de formation. Donc, du branding avec les valeurs, les composantes de la marque, jusqu'au parcours de vente. Parce que oui, aujourd'hui, nos formations rentrent dans un parcours de vente. Donc, on doit donner envie à notre apprenant de participer à ces formations. Et en fait, en pratique, ça donne quoi? Ça donne une évolution des LMS. Les LMS deviennent de plus en plus personnalisables. On est à la limite du marketplace. En fait, ça va être un lieu où vous allez avoir toutes vos formations. Il va falloir donner envie à travers des univers de formation que vous allez créer. Ça va être aussi le développement de cet état d'esprit, en fait, univers de formation. Tous les acteurs de la création de la formation vont devoir avoir cet état d'esprit. Donc, le graphiste, le designer, rédacteur, ingénieur pédagogique, directeur formation, DRH, il faut vraiment avoir cet état d'esprit pour que l'univers de formation soit créé en amont, du moins au bon moment, quand vous allez créer la formation en même temps, pour qu'on ait vraiment un avant, pendant, après. Et avec un seul mot d'ordre, la cohérence. Vraiment ne surtout pas sortir l'apprenant de cet univers. La limite on va dire, la création des univers de formation, ça va être d'être, on va dire, dans le too much. Il faut vraiment que que la forme ne prenne pas le dessus sur le fond. Ce qu'on a vu sur le salon, c'est une nouvelle tendance, ou plutôt, c'est, je dirais, aller plus loin dans l'univers de formation. C'est l'immersive learning. Alors concrètement, c'est quoi l'immersive learning? En fait, c'est l'univers de formation, donc l'identité, la marque, le storytelling, qui va croiser des outils spécifiques, donc tout ce qui va être réalité augmentée, réalité virtuelle, serious game. Et en fait, on va croiser les deux, et c'est ce qui va nous donner l'immersive learning. L'immersive learning, je précise tout de suite, on est sur un wording spécifiquement digital, du moins jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment cette idée de croiser les deux et de transporter notre apprenant dans un univers virtuel qui lui permet de favoriser la pratique, de favoriser l'ancrage, de développer le wow effect pour vraiment que la formation, encore une fois, synchrone ou asynchrone, soit un moment marquant et donc qu'elle dure dans le temps. Et donc, si on reprend la définition, on va dire, classique de l'immersive learning, c'est proposer à vos apprenants une simulation interactive dans un espace virtuel, je vous l'ai dit, pour mieux s'imprégner du sujet pédagogique, donc du ou des sujets. Avec aujourd'hui, on le voit avec tous les acteurs et les solutions qui sont proposées,
beaucoup plus un focus sur la pratique. C'est vraiment une des pierres angulaires en fait de l'immersive learning, c'est vraiment d'avoir ce focus sur la pratique. Et sur le salon, on a vu pas mal d'acteurs, donc sur le développement d'univers de formation, donc beaucoup d'acteurs sur la gamification, type Arkane Studio, CCCP, ou des acteurs qui vont être beaucoup plus, je dirais, dans les techniques, donc voilà, comme InVR ou EduFactory, où là, on va être vraiment sur la mise en place de solutions en réalité augmentée, en VR, que ce soit pour des contenus pédagogiques, techniques, de sécurité, de santé même des collaborateurs. Donc voilà, on a vraiment ces différentes applications. Il y a de plus en plus de solutions qui se développent, que ce soit donc avec ce focus gamification. Oui, vous avez même des agences de gamification, et jusqu'à donc ce focus immersive learning. Et de notre côté, donc Advice et Innov, on s'est posé la question, on s'est dit, mais c'est quoi en fait la suite? C'est quoi en fait la prochaine étape de l'immersive learning? En fait, la prochaine étape, c'est de maintenir cet univers de formation, donc de l'immersive learning, mais je dirais, une coquille palpable, réelle. Donc on parlerait de real immersive learning. Sortir en fait du canal, je dirais, innovation digitale, et beaucoup plus se baser sur quelque chose de palpable, tout en restant dans un univers qui nous transporte. Et le bon exemple qu'on a aujourd'hui, c'est les jeux de société d'entreprise. C'est un très bon exemple de real immersive learning où vous êtes dans un univers, vous êtes transporté, transposé même dans un univers, mais on est dans quelque chose de palpable et pas virtuel. Donc voilà, c'est une tendance qui est assez actuelle, mais on a tendance à revenir en fait sur quelque chose de palpable, et c'est ce qu'on a vu sur le salon. Donc voilà pour moi. Betty, je te redonne la main. Merci Guillaume. Donc, la troisième tendance, c'est la pratique post-formation. La pratique, évidemment, en formation, c'est pas nouveau, mais de vraiment parler de la pratique post-formation, c'est-à-dire la mise en pratique de ce qu'ils ont vu pendant la formation, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a encore des axes d'amélioration à faire. Et c'est une des nouvelles tendances qu'on a vraiment identifiées lors du salon. On a envie de parler du coup de blended learning augmenté. Je pense que voilà, c'était une des nouvelles tendances il y a 5 ans, le blended learning. Je pense que maintenant, c'est assez ancré dans les entreprises. Mais aujourd'hui, finalement, on arrive à évaluer toujours les réactions des apprenants, questionnaire de satisfaction, comment s'est passée la formation. On le fait tous, peu importe que ce soit du e-learning, du présentiel ou du blended learning. Ensuite, souvent, on évalue l'apprentissage, c'est-à-dire l'évaluation principalement des connaissances. Qu'est-ce qu'ils ont retenu du e-learning, par exemple, pour certifier qu'ils ont suivi le e-learning. Donc, on va uniquement évaluer l'apprentissage, la connaissance. Et souvent, on s'arrête là. Seulement aujourd'hui, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, et d'autant plus aussi avec Calliope qui nous pousse et qui tend aussi à ce qu'on aille plus loin en tant qu'ingénieur pédagogique. Ça va être de venir évaluer les comportements. Et les comportements, c'est quoi? Finalement, c'est comment est-ce que je mets en pratique ce que j'ai appris. Donc voilà, c'est vraiment la pyramide d'apprentissage. On parle de la pyramide de Kirkpatrick pour ceux qui l'auront reconnu. Donc, il faut qu'on aille plus loin. Aujourd'hui, le e-learning, le présentiel et le blended learning, on s'arrête à la partie vraiment réaction apprentissage, et la partie comportement, il faut encore qu'on arrive à s'améliorer sur la mise en pratique. Et puis enfin, si on arrive justement à évaluer les comportements, cette mise en pratique, normalement, vous allez pouvoir identifier des résultats, des indicateurs, votre fameux ROI au niveau de la formation. Donc sur ce blended learning augmenté, pour nous, il y a toujours évidemment un avant, pour commencer à transférer les connaissances. Donc c'est souvent en asynchrone avec le e-learning. Le pendant que vous allez avoir lors d'une situation synchrone, ça a été beaucoup le cas en classe virtuelle pendant cette période difficile qu'on a traversée, mais c'est également du présentiel. Et puis, ce qu'on a tendance à oublier, finalement, c'est l'après. L'après, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pousser mes apprenants à appliquer ce que j'ai vu? Il ne faut pas s'arrêter simplement au avant, pendant ce fameux blended learning de mix de synchrone et d'asynchrone, mais remettre, que ce soit d'ailleurs après de l'asynchrone, du synchrone ou du social learning, il faut réfléchir à toutes ces possibilités. Et lors du salon, c'est vrai qu'on a identifié beaucoup de nouvelles solutions qui permettent d'atteindre cet après et d'évaluer les comportements. Donc pour nous, finalement, et ce qu'on en tire aussi de ça, c'est que finalement la continuité est vraiment un impératif également pour contrecarrer la courbe de l'oubli.
vous la connaissez aussi. On oublie 50% le lendemain d'une formation et 90% un mois après. Donc l'après, encore une fois, la mise en pratique après la formation va venir combler cette courbe de l'oubli. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire du blended learning augmenté? Quelles solutions on peut mettre en place? Voilà tout ce qu'on a un peu vu, nous, lors du salon. Il y a à la fois les possibilités de mettre en place après des mécaniques de jeu, d'engagement, de compétition. On a tendance à le faire très régulièrement dans le pendant ou avant parfois, mais on ne pense pas forcément à le faire après. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Envoyer, pourquoi pas également après la formation, des modules de réalité virtuelle où vraiment ils vont faire de la mise en pratique, hein, qu'on soit sur des métiers purement techniques, ça peut être intéressant. De faire de l'évaluation entre pairs. On a identifié, on va vous en parler après, plusieurs outils sur cette partie-là. Pourquoi pas demander à vos apprenants, avant de débuter la formation, de nous donner déjà 2 ou 3 noms de leurs pairs, soit au sein de l'entreprise ou dans le groupe d'apprenants, qui viendront ensuite les aider à la mise en pratique de ce qu'ils auront appris. On a les piqûres de rappel. Ça, en général, on sait assez bien le faire, mais pour moi, c'est pas vraiment de la mise en pratique. On peut également leur pousser des exercices à réaliser, voire pourquoi pas mettre en place un REX, un retour sur expérience à 30 jours après ou 90 jours après la formation, pour leur demander comment s'est passé cet exercice-là, comment s'est passée la mise en pratique. On a identifié aussi d'autres outils. Alors pour moi, c'est peut-être plus aussi pour des profils, je dirais commerciaux, vendeurs, mais tout ce qui va être des enregistrements audio ou vidéo. On peut très bien imaginer un nouveau produit, un nouveau pitch à produire qui pourrait nous envoyer justement après la formation également. Donc voilà, on a plusieurs façons en tout cas d'adresser l'après-formation avec la mise en pratique. Un chiffre qui fait un peu peur, mais qui nous permet aussi de prendre conscience de l'importance de travailler davantage sur la préformation, c'est qu'aujourd'hui, seulement 30% des acquis de la formation sont mis en place au bout d'un an. Donc imaginez par rapport à la courbe de l'oubli, quand on met en place au bout d'un an, je pense qu'on a oublié quand même beaucoup, beaucoup de choses. Quelques outils qu'on a identifiés, il y en a plusieurs dont Raphaël et Guillaume vous ont déjà parlé, mais j'ai complété avec des nouveaux outils aussi qu'on a identifiés. Five Feedback, qui est par exemple une application mobile plutôt entre pairs, où on va demander justement, je pourrais demander à Raphaël de m'évaluer sur 5 compétences, de lui envoyer une notification après une réunion, je ne sais pas, une présentation, qui puisse m'évaluer sur mon pitch, sur l'intonation, etc. On va trouver aussi 50, qui est très intéressante, qui va permettre, par exemple, après la formation, d'envoyer des exercices aux apprenants à réaliser. Et une fois qu'ils l'ont réalisé, ils vont nous dire comment ça s'est passé. D'ailleurs, s'ils l'ont réalisé, comment ça s'est passé et leur pousser, pourquoi pas, des axes d'amélioration pour encore aller plus loin. On va avoir aussi Expert Quiz, qui est vraiment un très bon outil pour l'évaluation des apprenants, mais pas uniquement, je dirais, sur l'acquisition de connaissances, mais également de compétences. Lemon Learning, qui permet aussi de mettre en pratique directement plutôt des compétences informatiques. Et enfin, Klaxoon, plus pour la partie également social learning, qui permet aujourd'hui de pouvoir échanger et de collaborer plus facilement sur des thématiques de formation communes. Voilà pour ma part. Je redonne la parole à Raphaël sur la partie collaboration. Merci Betty. Donc on arrive à la 4e et dernière partie, tendance qu'on a identifiée, à savoir la collaboration, qu'on pourrait aussi rapprocher de social learning en anglais. Donc la collaboration, c'est quoi? C'est surtout au niveau de l'entreprise, un changement de paradigme de la formation. À savoir, on passe d'un système pyramidal, où c'était vraiment le formateur qui enseignait aux collaborateurs, à un système en réseau, où là, c'est tous les collaborateurs, tous les apprenants eux-mêmes qui deviennent acteurs et coproducteurs de la formation. Dans la pratique, comment ça se traduit? Donc le formateur, lui qui avait une position jusqu'à présent de professeur, devient bien souvent davantage un facilitateur, où son rôle va être de faire émerger ses connaissances et faciliter ce partage. Au niveau des apprenants, on pourrait estimer que jusqu'à présent, ou alors jusqu'à il y a peu, les apprenants étaient des consommateurs de la formation, donc ils s'asseyaient soit sur une chaise, soit devant leur écran, et vraiment ils consommaient ce contenu. Maintenant, ils deviennent coproducteurs. Ils partagent aussi leurs connaissances, partagent leurs compétences, et ils rentrent dans une société beaucoup plus de partage des connaissances. Et ça fait la transition sur le dernier niveau,
au niveau duquel il y a une transformation, à savoir l'entreprise dans son ensemble. On passe d'une société formatrice, où on pourrait dire, à véritablement une entreprise apprenante. Comment ça se fait dans la pratique? Quels outils permettent de faire ça et comment? Donc, on a identifié 2 principaux axes en distinguant les connaissances et les compétences. Donc, un premier axe serait celui de faciliter ce partage des connaissances. Traditionnellement, ça se fait beaucoup par des forums, mais ça se développe aussi en créant de véritables communautés d'apprenantes. Donc, on retrouve les LMS traditionnels qui développent de plus en plus ces espaces au sein desquels les apprenants vont pouvoir échanger des bonnes pratiques, échanger des connaissances, partager leurs connaissances. Mais on retrouve aussi des solutions un peu plus spécialisées dans ce social learning, peer-to-peer learning. Par exemple, WAP pour We Are Peers, qui propose véritablement une méthodologie grâce à laquelle les apprenants vont pouvoir ce partage des connaissances, cet échange des connaissances va être facilité. Vraiment, il y a différentes étapes à suivre et que chacune est invité à suivre pour vraiment faciliter tout ça. Et enfin, en parallèle des connaissances, on a le partage des compétences. On est davantage dans l'opérationnel pour le coup. Ça va être comment on fait cela, notamment, Betty a un peu parlé des enregistrements vidéo pour les pitchs. Et là, on est vraiment au cœur de ce sujet, avec par exemple Skillscatch et Rehearsal, qui sont des solutions grâce auxquelles les apprenants peuvent se filmer en train de faire certaines actions sur un logiciel, par exemple, ou un pitch commercial, et ensuite partager aux autres collaborateurs ou managers pour obtenir ensuite un feedback de leur part et s'améliorer les uns et les autres ensemble. C'est bon pour moi et on va pouvoir conclure maintenant. Merci Raphaël. Alors, on va vous poser une nouvelle question à travers un sondage. On va vous demander justement, mais du coup, je pense que ça va pas trop être pertinent, puisqu'on voulait vous demander, d'après vous, selon vous, au salon, quelle était la tendance que vous avez vue le plus, qui s'est vraiment ressentie. Mais étant donné qu'on a 82% d'entre vous qui n'ont pas été présents au salon, ça me paraît un peu plus difficile. Seulement, je propose qu'on change un petit peu peut-être la question, même si vous n'êtes pas allé au salon. Pour vous, quelle est la tendance la plus importante, la plus émergente aujourd'hui que vous ressentez au sein de la formation? Donc, on vous laisse répondre. On vous a remis évidemment les 4 tendances que nous avons déjà détectées lors du salon. Évidemment, il y en a d'autres. Donc, on a la personnalisation, l'univers de formation avec l'immersive learning, la pratique post-formation ou la collaboration. Il y a quand même 2 tendances qui ressortent, hein. La personnalisation pour l'instant à 45% et la pratique post-formation à 36%. Très bien. Mais on retrouve un peu toutes les tendances tout de même aussi. Ouais. C'est vrai que sur la personnalisation, il y avait, je pense, une bonne moitié des stands qui étaient présents, qui étaient vraiment sur de la techno de personnalisation. C'est vrai que c'était très, très fort, en tout cas lors du salon e-learning expo pour ceux qui n'étaient pas là. Une partie un petit peu moindre, je dirais, sur la collaboration. Et puis, on a retrouvé tout ce qui était immersive learning et les outils d'après-formation qui étaient quand même aussi assez conséquents. Yes. Très bien. Peut-être pour aller un peu plus loin sur tout ce qu'on a pu identifier avec Guillaume et Raphaël, c'est que finalement, pendant cette période de confinement, la tendance est de se dire que finalement, les services formation, les ingénieurs pédagogiques ont vraiment dû développer beaucoup plus de compétences, à la fois sur l'ingénierie pédagogique présentielle, mais aussi distancielle. On sent qu'il y a eu une grosse accélération et un besoin de monter en compétences des services formation sur ces sujets-là. Ce qu'on commence quand même aussi à percevoir, en tout cas, il y a beaucoup d'échanges qui se font, c'est de se dire, mais d'ici à 5 ans, quel va être le rôle, je dirais, des services formation? Puisque comme l'a dit Raphaël, on parle de plus en plus et on tend à aller vers des entreprises apprenantes. Ça veut dire que les rôles des ingénieurs pédagogiques est censé aussi évoluer.
et on commence à parler du fait que les services formation vont devoir accompagner, je dirais, les collaborateurs à prendre en main les outils qu'on va leur mettre à disposition pour partager et transmettre leur savoir, leurs connaissances et compétences, qui vont devoir donc transmettre, je dirais, un peu de leur savoir, les former aux outils, valider les contenus qui seraient réalisés et ensuite les diffuser. Mais l'ingénieur pédagogique, voilà, on sent que son rôle est en train d'évoluer. En tout cas, ils seront beaucoup plus attendus, on pense, hein, encore une fois, je n'affirme pas, cette tendance, mais, on pense qu'on va davantage devoir travailler sur la partie plus, soft skills, vraiment sur des compétences, transversales et nouvelles, que ce soit la créativité, on en parle beaucoup par exemple. Mais voilà, que les services formation travaillent davantage sur ce type de compétences soft skills et beaucoup moins sur la partie technique métier où ce sera davantage à la main des collaborateurs. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de rebondir et de ne pas hésiter à nous faire part de ce que vous avez pensé, si vous êtes en accord ou pas, des tendances que vous auriez pu vous-même identifier. Le sujet, en tout cas, est ouvert. Euh, N'hésitez pas à utiliser le chat, hein, vraiment. Je vois là par exemple Mustapha qui nous a répondu en direct par rapport à notre Ah oui, sondage, donc qui parlait de la tendance qui était pour lui donc la personnalisation, mais qui a dit qu'il était la plus pertinente, le post-formation. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. On parle aussi d'ancrage by doing, hein. Voilà, donc vraiment cette phase de l'après, mais on va pratiquer. Il faut vraiment prolonger, on va dire, la formation. Donc c'est vrai que voilà, je rebondis par rapport au message de Mustapha. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement dans le chat. Merci Bérénice. Voilà. Si c'est top, si ça vous a plu, bah parfait, on est ravis. pas de questions. Bon. Ce qu'on va faire, évidemment, vous allez recevoir le replay, mais en plus du replay, on va vous transmettre également notre support si ça vous intéresse pour retrouver aussi tous les outils, si vous avez envie de vous inspirer, d'aller tester certains des outils qu'on vous a rapidement parlé et creusé. On va vous envoyer également du coup le support de présentation avec le replay. Yes. Et je dirais, on a une question. Ah, bah merci Frédéric. Je vois une question qui est arrivée. On a David qui nous demande, est-ce que vous avez identifié des plateformes qui seraient assez complètes pour couvrir, alors ces tendances, je vais peut-être dire toutes ces tendances. Ouais. Alors, je pense que justement une des nouvelles tendances, qui arrivent aujourd'hui, c'est que finalement le beau carrosse qui fait tout n'existe pas. Aujourd'hui, on est plus sur des solutions, expertes sur un sujet qui vont venir par contre s'intégrer et se parler, sur une plateforme par exemple LMS. Donc aujourd'hui, il y a quelques technos qui permettent en effet de couvrir, quelques-unes de ces tendances, mais pas d'aller jusqu'au bout de chacune des tendances. Donc ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Mais oui, il y a plusieurs, solutions qui sont en train d'arriver sur le marché qui proposent, la personnalisation, l'immersive learning, la partie post-formation et la partie collaboration. Mais je dirais attention, à ce type de plateforme-là parce que vous allez probablement survoler des sujets, mais pas aller encore une fois vraiment en profondeur. En fait, c'est un peu le syndrome du couteau suisse, quoi. On peut tout faire, mais on n'est pas expert sur les sujets, c'est ça? Ouais. Yes. Okay. Une autre question. Jean-Claude, vous avez parlé de learning by doing et le learning by failing. Qu'on en a parlé? Qui c'est qui en a parlé? Alors, dans l'idée, c'est quand même la partie après, tu sais, le post-formation, je dirais, voilà, ce qu'on appelle ancrage by doing, c'est, je pense aussi, donc le learning by doing, et on en a parlé sur tout ce qui était blended, Ah oui, blended bien sûr. learning augmenté. C'est vraiment ce focus sur, en fait, on va faire les choses aux apprenants, au lieu de juste leur donner les clés et après se dire, bon, voilà, que la formation est terminée. Donc oui, on en a vraiment parlé. Après, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette notion de learning by failing, donc via l'échec. Ouais, ouais. On n'en a pas parlé ce midi, mais dans l'idée, oui, c'est une vraie pratique et ça permet, si c'est bien encadré, de vraiment de faire monter en compétence les apprenants. Donc, moi, ça me parle et je trouve ça plutôt pertinent. Tout à fait. Je pense que
on apprend tous évidemment de nos erreurs et ça fait d'autant plus sens en effet s'ils travaillent en fait ensemble avec leur pairs pour se faire des retours et identifier comment rebondir. Yes. On avait une autre question de Mustapha. Avez-vous de la Ah oui, Comme tu veux. vas-y. Alors, on a Mustapha qui nous demandait, est-ce qu'on va parler d'une évolution du rôle de mission de l'ingénieur pédagogique ou de l'émergence des nouveaux métiers dans la formation? On en a parlé avec la conclusion de Betty, vraiment cette idée de le métier va devoir évoluer parce que la formation évolue. On a dit, Raphaël nous a même parlé de changement de prisme, vraiment de la formation. On est passé de la formation pyramidale à la formation réseau. Donc, il y a vraiment ce prisme, ce qui fait que, oui, ces métiers vont avoir tendance à évoluer. Ils vont devoir surtout apprendre à maîtriser ces tendances pour pouvoir délivrer les meilleurs parcours à leurs apprenants. Et une autre tendance aussi, évidemment, ça va être l'intelligence artificielle, hein. Demain, vous allez mettre un paquet de supports dans une machine qui va pouvoir directement retranscrire et créer des parcours de formation. Donc, notre rôle va évidemment évoluer rapidement ou pas, mais il va évoluer. Ça, c'est une certitude. Raphaël, tu voulais dire quelque chose? C'était rien de plus. Parfait. Avez-vous de la personnalisation en réalité virtuelle? Alors nous, on n'en a pas, enfin nous, en tant que société, mais sur le salon, il n'y avait pas forcément en fait de personnalisation. Raphaël, tu vas en parler un peu, toi, ce que tu avais vu? Moi, j'ai pas identifié de solution qui ferait véritablement de la personnalisation en réalité virtuelle. Donc, j'imagine que ça peut se rapprocher peut-être des serious games, ou alors serait un serious game en réalité virtuelle où on identifierait des différents scénarios et en fonction vraiment des réponses, on personnaliserait. Mais ça reste une personnalisation pas très poussée comme on peut le faire différemment sur d'autres sujets, à mon sens encore. Parfait. Yes. Pas d'autres questions? Je vois Mustapha qui nous détaille un peu ce qu'il voulait dire. Donc, learning by failing, donc école de la vie, merci Léa Seydoux, on regardera. Et Jean-Claude qui dit, désolé, je veux dire, qu'en est-il du learning by failing? Ok, Alors est-ce que... ouais. Vas-y. C'est un sujet, en tout cas au salon, il parlait pas forcément du learning by feeling, mais plus du learning by doing. Je pense néanmoins que les solutions aujourd'hui qui sont apportées permettraient aussi très bien de le faire. Mais en effet, je pense que ça va être un changement de mindset que les apprenants osent dire et montrer en effet qu'ils n'ont pas réussi et pas je ne l'ai pas fait. Et donc ça peut être très intéressant. En tout cas, les solutions permettent d'y répondre. Mais je pense que c'est un autre mindset des apprenants aussi à avoir. Je pense même en France, oser apprendre des échecs et le dire et en parler. Donc je pense que ça va être un autre point également qui va évoluer. C'est hyper intéressant. Yes. Très bien. Et merci à vous tous. On vous souhaite un bon après-midi. On vous envoie toutes ces informations-là par mail dans la journée. Et à très vite. Merci à tous. Belle Allez, bonne journée. Au revoir.